bon? C'est tout bon. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous ce matin dans le cadre de ce webinaire Fiscalité et Innovation. C'est un peu notre rendez-vous annuel après le vote du PLF et on a à cœur de vous présenter un peu les changements sur cette nouvelle loi de finances, notamment sur la partie fiscalité et innovation, pardon, ce qui va intéresser donc le milieu startup. Je m'appelle Elliot Prel, moi je travaille à la French Tech Saint-Étienne-Lyon depuis maintenant 4 ans. Je suis accompagné de Tim, qui est nouvellement arrivé dans l'équipe French Tech. Et aujourd'hui, on met à disposition les experts de Rich Conseil de KPMG Avocat pour vous parler de ce sujet. On est en partenariat aussi avec la French Tech Bourgogne-Franche-Comté. Camille n'a pas pu être présente parmi nous, mais vous salue. On est aussi en partenariat avec la French Tech Clermont-Auvergne et la French Tech Savoie-Mont-Blanc. Et sans plus attendre, je vous laisse tout de suite la main. Merci Elliot, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à la French Tech pour la confiance renouvelée pour cette nouvelle session sur le webinaire Fiscalité et l'innovation. Aujourd'hui, nous allons évoquer les différents dispositifs de la fiscalité et l'innovation, à la fois les critères d'éligibilité, la valorisation et puis les bonnes pratiques pour une mise en œuvre en toute sérénité. Comme l'évoquait Elliot à l'instant, la loi de finances 2026 a été assez clémente pour ces dispositifs, après une loi de finances 2025 qui était un peu moins favorable, où les dispositifs ont été rabotés. Donc aujourd'hui, plus particulièrement, on va se focaliser sur des impacts qui sont plus liés à la loi de finances 2025 dans la mise en œuvre opérationnelle des valorisations, notamment du crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Vous êtes en train de faire en ce moment au titre de l'année 2025 et des complexités et des évolutions liées plus à l'impact de 2025. Et puis on conclura le webinaire sur un certain nombre de points liés à la jurisprudence et des opportunités de correction éventuelles que vous pourriez appliquer sur vos crédits impôt recherche historiques. Donc, pour animer ce webinaire aujourd'hui, nous sommes 3. Et Elisa, je te laisse peut-être la main pour te présenter. Bonjour à tous. Donc, de mon côté, Elisa Dautrève, je suis avocat fiscaliste depuis plus de 15 ans et j'accompagne exclusivement des sociétés dans le domaine de la fiscalité de l'innovation au sein de KPMG Avocat et de notre département dédié qui est composé donc d'avocats mais également d'ingénieurs. Équipe dont fait partie Marvin qui est également présent sur ce webinaire aujourd'hui. Marvin, je te laisse te présenter. C'est ça, bonjour à tous. Ravi de participer à ce webinaire et merci à la French Tech pour cette invitation. Donc moi, je suis ingénieur de formation et j'évolue dans le domaine du financement d'innovation et de la fiscalité de l'innovation particulièrement depuis à peu près 6 ans. Effectivement, j'évolue sur ces aspects tant techniques que fiscaux, aux côtés de start-up, de PME, et puis on accompagne également des grands groupes, voilà, des entreprises de toute taille, pour participer effectivement à la performance de ces sociétés avec ces leviers particulièrement importants. Et donc moi, Nicolas Chavassieux, je suis associé chez Rich Conseil. Rich Conseil, c'est le carve-out des activités de conseil aux entrepreneurs de KPMG. On est un cabinet qui accompagne TPE, PME, ETI, start-up, scale-up sur les sujets de la comptabilité, les sujets financiers, notamment autour du deal et de la recherche de financement, les enjeux de fiscalité, juridique, paye, RH. Et moi, plus particulièrement, je accompagne quasi exclusivement des sociétés innovantes. Je m'occupe d'un portefeuille que j'accompagne sur Lyon et puis je lead également le sujet à l'échelle nationale pour le cabinet. On rentre dans le vif du sujet et on va commencer par évoquer le sujet du crédit impôt recherche. Marvin, est-ce que tu peux prendre la main sur les dépenses qui sont éligibles, en tout cas les opérations qui sont éligibles au crédit impôt recherche, s'il te plaît? Volontiers. Donc effectivement, ce crédit d'impôt recherche, c'est un dispositif assez important et qui permet effectivement de financer votre activité de R&D pour les sociétés innovantes. Et la porte d'entrée de ce crédit d'impôt recherche, c'est réellement le cœur des activités qui répondent à des critères cumulatifs qui doivent être satisfaits au nombre de 5. Donc le premier critère, celui de la nouveauté. Votre activité de R&D
structurée doit viser de nouveaux résultats, de nouvelles solutions. Le second critère, c'est celui de la créativité. Donc, on analyse l'état actuel des connaissances scientifiques et de la littérature scientifique établie à travers les brevets, les publications scientifiques, les thèses, etc., qui constituent en fait l'état des connaissances. Et l'opération de R&D, du moins le projet de R&D que vous portez, doit viser justement à dépasser cet état actuel des connaissances au démarrage des travaux. Le troisième critère, et pas des moindres, c'est celui de l'incertitude technique. Donc effectivement, au démarrage des travaux, vous devez faire face à une incertitude technique, ce qu'on appelle un verrou technique ou technologique, qui est alimenté par ces lacunes identifiées dans l'état de l'art qu'on a évoqué au second critère, et qui justifie de l'engagement d'une démarche propre de R&D pour justement combler ces lacunes de l'état de l'art et parvenir à atteindre vos objectifs visés notamment dans le premier critère. Donc ces trois premiers critères sont vraiment fondamentaux. Ce sont des critères qui sont définis dans le manuel de Frascati sur lequel se base l'administration pour définir ce qu'est la R&D. Et puis les deux derniers critères sont un peu plus facilement satisfaits, mais il faut quand même y faire attention pour des petites structures ou moyennes structures, notamment pour le quatrième critère au niveau de la planification, de la budgétisation. C'est un critère qui vise tout l'aspect organisation de la société en faveur de la R&D. Donc effectivement, dans de grandes structures, on a un département, un bureau d'études, etc. Sur de plus petites structures, il faut faire attention effectivement à cet aspect planification, organisation de la R&D, que les choses soient structurées pour favoriser effectivement l'engagement de ces démarches de recherche. Le dernier critère, également plus facilement satisfait que les trois premiers, il porte sur la transférabilité et la reproductibilité, à savoir que les démarches de R&D qui sont entamées ne doivent pas se cantonner en fait à une application spécifique, à une solution spécifique ou un produit spécifique, mais tant sur la démarche employée que sur les résultats qui sont atteints, on doit être sur des solutions qui sont transférables et qui pourront être réutilisées dans le futur pour une future application ou alors une future démarche. Mais en tout cas, que toutes ces connaissances acquises soient bien consignées dans la documentation et que ça serve en interne ou en externe si vous publiez vos travaux, mais en tout cas que ça fasse avancer l'état actuel de la littérature scientifique. Ok, très clair. Donc, il faut cumuler ces 5 critères et c'est la porte d'entrée quand on se lance sur le crédit impôt recherche. Première étape, on définit le périmètre d'éligibilité. Est-ce qu'il existe des dispositifs, notamment est-ce qu'on peut solliciter les impôts pour valider effectivement que un projet qui nous semble valider les critères correspond bien effectivement à des dépenses éligibles au crédit impôt recherche? Est-ce qu'il existe une démarche, Marine, là-dessus? Exactement. Et c'est ce qu'on va appeler un rescrit. Donc un rescrit, c'est effectivement une formalité administrative par laquelle vous pouvez passer pour solliciter l'avis de l'administration, en fait, tant sur vos dépenses que sur l'éligibilité technique de vos travaux. Et effectivement, ce rescrit, il doit être déposé 6 mois avant le dépôt définitif de l'alias. Donc effectivement, à travers ces rescrits, vous pouvez demander l'avis de l'administration, tant sur les dépenses que sur l'éligibilité technique. Et puis sur un projet qui court sur plusieurs années, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un rescrit roulant, effectivement, qui va permettre d'évaluer chaque année, est-ce que mon projet reste toujours éligible et est-ce que je peux toujours continuer à le déclarer en crédit d'impôt recherche. Donc effectivement, ça permet de sécuriser et d'assurer vos arrières un peu en cas de contrôle. Tout cela est bien entendu opposable en cas de contrôle fiscal. Ok, très clair. Donc, une fois qu'on a déterminé son périmètre d'éligibilité, l'enjeu, c'est de valoriser le crédit impôt recherche. Le travail de valorisation, c'est un travail en 2 étapes. Dans un premier temps, on va calculer le périmètre des dépenses et le montant des dépenses éligibles au crédit impôt recherche. Et puis, dans un second temps, on va appliquer un taux de crédit impôt recherche. Concernant du coup le périmètre des dépenses éligibles au crédit impôt recherche, ce que l'on présente ici à l'écran, c'est ce qui est applicable au début de l'année 2025. Et on verra qu'il y a un certain nombre d'impacts de la loi de finances 2025, comme j'évoquais tout à l'heure, qui font qu'une partie des dépenses présentées ici vont être modifiées sur la seconde partie de l'année civile 2025. Elisa vous présentera ça en détail juste après. Donc, concernant les dépenses éligibles, vous avez le détail à l'écran. C'est le montant des dotations aux amortissements qui concerne
les locaux, le matériel ou les moyens techniques qui ont été utilisés pour réaliser des travaux de R&D et donc qui rentrent dans le champ de ce qui a été évoqué par Marlene juste avant. Donc il faut proratiser les dotations d'amortissement pour les intégrer sur la quote-part de temps, la quote-part d'utilisation dédiée aux opérations de R&D. On peut aussi intégrer les crédits baux qui sont utilisés, enfin les machines financées en crédit bail qui sont utilisées à des fins de R&D. On va intégrer également les dépenses de personnel. Donc là, c'est le personnel interne de la société. Même chose à hauteur du temps dédié aux opérations de R&D. Donc on va utiliser des timesheets pour documenter le temps alloué aux opérations de R&D. On vous précise qu'il y a un traitement spécifique pour les jeunes docteurs. Elisa reviendra dessus juste après parce que ça fait partie de ces fameuses évolutions. On vient rajouter à ces dotations aux amortissements et à ces dépenses de personnel des dépenses de fonctionnement, qui sont des dépenses forfaitaires, qui s'élevaient en début d'année 2025 à 75% pour les amortissements et à 43% pour les dépenses de personnel. On peut intégrer également de la sous-traitance. Donc là, c'est lorsque vous faites travailler des prestataires dans le cadre d'opérations de R&D. On peut les intégrer dans la limite de 10 millions d'euros et sous réserve que ces prestataires, qu'ils soient privés ou publics, aient obtenu préalablement un agrément du ministère de la Recherche au titre du crédit impôt recherche. Et puis, il y a d'autres dépenses que l'on peut intégrer, les dépenses de dépôt, extension, maintenance et défense de brevets. Là aussi, il y a de l'actualité, on revient dessus juste après. Et puis, des choses qui sont parfois un petit peu plus marginales dans les dépenses de crédit impôt recherche, des dépenses de veille technologique et de normalisation. On va venir défalquer à cette base un certain nombre d'éléments. On vient défalquer potentiellement, dans certaines conditions, le montant des honoraires du prestataire qui valorise votre crédit impôt recherche. Et on vient surtout défalquer les subventions et les avances remboursables et un certain nombre de prêts qui viennent financer des dépenses éligibles au crédit impôt recherche. Une fois qu'on a cette base, on vient appliquer un taux de crédit impôt recherche. Ce taux s'élève a priori pour la plupart d'entre vous à 30%. Il est à 50% dans les TOM, et si vous avez plus de 100 millions de dépenses, je ne suis pas sûr que ça soit votre cas, le taux est seulement de 5%. Je te laisse la main, Elisa, sur les actualités et les complexités de calcul du CIR 2025. Ouais, du coup, en fait, le dispositif a été considérablement raboté dans son texte, pas dans ses conséquences financières, si je peux dire, parce que, donc par la loi de finances pour 2025, puisque l'objectif, en fait, était d'essayer de limiter le crédit d'impôt et de faire des économies pour des raisons budgétaires évidentes. Et finalement, on a pas mal de points qui ont été touchés, mais avec des conséquences financières pour son impact budgétaire global qui sont relativement limitées, puisque le crédit d'impôt recherche, c'est 7 milliards d'euros par an. Et les économies attendues étaient de l'ordre de 400 millions avec ce que je vais vous indiquer là. Mais pour des sociétés qui ont votre profil, malheureusement, ces petits points ont tendance quand même à venir corriger vos crédits d'impôt recherche à vous en particulier. Donc, ce qu'on va noter, c'est une diminution du pourcentage qu'on va retenir pour calculer les dépenses de fonctionnement qui sont assises sur les dépenses de personnel, puisqu'on passe de 43 à 40%. C'est la suppression de tous les avantages qui étaient liés au recrutement de jeunes docteurs, puisque jusqu'à présent, on pouvait, lorsque l'on recrutait des personnes titulaires d'un doctorat dans le cadre de leur premier CDI, après l'obtention de leur doctorat et pour leur niveau de qualification afférente à ce doctorat, on pouvait bénéficier d'un doublement de la dépense dans l'assiette du crédit d'impôt recherche pendant les 24 premiers mois qui suivaient leur embauche. Évidemment, il y avait des conditions qui étaient liées au maintien de l'effectif R&D, l'idée n'étant pas d'inciter à recruter des docteurs pour, au contraire, licencier du personnel de recherche non doctorant. Voilà, donc ça maintenant c'est terminé. On a également supprimé les dépenses qui étaient engagées dans le cadre de la veille technologique. Alors, la veille technologique a été plafonnée, donc pareil, les impacts sont relativement limités. On a également supprimé toutes les dépenses qui avaient trait en fait à la prise, la maintenance et la défense des brevets et des droits de pays qui y étaient associés. Et puis, on est venu élargir le socle des subventions, enfin des aides publiques à déduire de l'assiette du crédit d'impôt recherche. Toutes ces modifications, en fait, elles interviennent à compter du 15 février 2025. Ça veut dire que pour l'année 2025, puisque le crédit d'impôt recherche est un dispositif qui est assis sur l'année civile,
on va avoir deux formes de calcul. Un calcul sous l'ancien format, avec tous les postes de dépenses qui sont toujours, pour lesquels les sociétés peuvent toujours bénéficier du crédit d'impôt recherche jusqu'au 14 février 2025 inclus, et puis un changement de dispositif à compter du 15 février. Donc, si vous avez supporté des dépenses de veille technologique, des dépenses de brevet, si vous aviez un jeune docteur qui est toujours en poste sur le premier mois et demi de l'année 2025, vous pouvez continuer à les déclarer au crédit d'impôt recherche en 2025 pour cette seule période. Donc le mois et demi, 1er janvier, 14 février 2025. Et puis après, vous devez retirer ces dépenses de votre assiette de crédit d'impôt recherche. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile à faire, notamment sur les parties dépenses de fonctionnement. Les données paye, elles ne sont pas par semaine, elles sont par mois. Donc ça demande un peu de gymnastique. Sur l'ensemble des sociétés qu'on accompagne, il y en a beaucoup qui choisissent en fait par sécurité pour les 40% par exemple de les appliquer dès le 1er janvier plutôt que de se lancer dans un calcul qui peut leur paraître complexe pour une économie finalement, pour un gain pardon qui est finalement peut-être limité. Mais voilà, ça pour le coup, ça reste vraiment à l'appréciation de chacune des sociétés. Vous avez cette opportunité sur le premier mois et demi de l'année 25. Sur la partie subventions et aides publiques, je vous propose qu'on en discute un peu plus tard dans le cadre des avancées jurisprudentielles. Comme ça, on pourra voir l'ensemble des éléments à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier dispositif, le crédit impôt recherche. Le second dispositif, la fiscalité de l'innovation, c'est le crédit impôt innovation. Même idée, Marlene, est-ce que tu peux nous définir les dépenses et les opérations qui sont éligibles au C2I? Exactement. Donc, lorsqu'on pense à ces dispositifs incitatifs en faveur de l'innovation, effectivement, le premier dispositif auquel on pense, c'est le crédit d'impôt recherche, parce que c'est le plus intéressant, le plus avantageux sur le plan financier. Maintenant, lorsqu'on n'arrive pas, entre guillemets, à faire entrer nos projets dans ce dispositif, on peut se poser la question de l'éligibilité au crédit d'impôt innovation. Dans les textes, le crédit d'impôt innovation est un sous-dispositif du crédit d'impôt recherche, donc on retrouvera à peu près les mêmes dépenses, on en discutera juste après. Mais effectivement, ce qui va nous permettre d'évaluer l'éligibilité, ça va se résumer en deux critères. Donc le premier critère, c'est que les travaux qui sont menés visent la mise sur le marché de nouveaux produits qui ne doivent pas être commercialisés en amont du démarrage des travaux d'innovation. Et le second critère, il concerne la supériorité de ce produit visé. Donc, il doit se distinguer sous l'un des 4 plans prévus par les textes, à savoir le plan des fonctionnalités, donc offrir de nouvelles fonctionnalités, le plan des performances, apporter des performances supérieures par rapport à l'état du marché, donc supplanter le marché sous cet aspect-là. Le plan de l'ergonomie, donc apporter une ergonomie cognitive ou physique, aux produits développés par rapport à ce qui existait auparavant, ou encore l'éco-conception, donc que ce soit l'impact sur toute la chaîne de valeur du nouveau produit visé. Et derrière, une fois qu'on a complété ces deux critères, on va pouvoir valoriser l'entièreté des dépenses et des temps de développement liés au prototypage jusqu'à la mise sur le marché en fait du produit visé. Donc, on a sur la slide suivante quelques exemples de justification un peu de la supériorité du produit visé par rapport aux 4 plans qui sont prévus. Donc, effectivement, ce qu'il faut avoir en tête vis-à-vis du crédit d'impôt innovation par rapport au crédit d'impôt recherche, c'est vraiment que sur le crédit d'impôt recherche, on est sur un aspect analyse de l'état de l'art, verrou technique, verrou scientifique. Là où sur l'état l'aspect crédit d'impôt innovation, on est plutôt sur une analyse du marché. Est-ce que mon produit se distingue du marché? Et on prouve sa supériorité. Et à partir de ce moment-là, on peut valoriser tous les temps et toutes les dépenses qui sont prévues dans les textes jusqu'à la commercialisation. Donc voilà, c'est un dispositif qui est beaucoup plus facilement accessible et un peu moins rigide sur les critères scientifiques et techniques. Ok, très clair. Merci, Marlene. Du coup, concernant la valorisation, et comme évoqué par Marlene, on est sur quelque chose qui est relativement proche du crédit impôt recherche.
Peut-être juste un point d'attention avant de rentrer dans le détail du calcul. Ce crédit impôt innovation, il n'est pas accessible à toutes les sociétés, il est accessible uniquement aux sociétés qui sont PME au sens communautaire. Donc, c'est les petites entreprises qui peuvent bénéficier de ce crédit impôt innovation. On reverra le critère juste après, d'ailleurs, c'est le même que pour les jeunes entreprises innovantes. Et puis, le deuxième particularité, c'est que ce crédit impôt innovation, il est plafonné sur le montant des dépenses éligibles, et il est plafonné en l'occurrence à 400 000 euros de dépenses. Donc, on ne peut pas avoir un crédit impôt innovation de 200 000 euros, c'est pas possible. Comme le taux est de 20%, il sera plafonné à 80 000 euros. Donc, dans le détail concernant la valorisation, vous allez retrouver des éléments qu'on a évoqués sur le crédit impôt recherche. On peut intégrer les dotations aux amortissements, on peut intégrer les dépenses de personnel dans les mêmes conditions qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire à hauteur du temps alloué au développement des travaux définis par Marvin juste avant. On n'a pas de dépenses de fonctionnement sur le crédit impôt innovation, ça a été supprimé il y a quelques années. On intègre également potentiellement de la sous-traitance, donc des prestataires qui interviennent sur l'innovation sous réserve qu'ils soient agréés par le ministère de la Recherche cette fois-ci au crédit impôt innovation. Ce n'est pas le même agrément. On distingue le crédit impôt innovation et le crédit impôt recherche. On a les dotations d'amortissement, la prise, la maintenance des brevets et certificats d'obtention végétale, qui, pour le crédit impôt innovation, n'a pas été supprimé, contrairement au crédit impôt recherche. Et on va venir déduire également les prestations de conseil et les subventions qui viennent financer des dépenses présentées ci-dessus. Donc, dans l'esprit, on est sur quelque chose de relativement proche en termes de dépenses éligibles. Et comme je l'évoquais à l'instant, le taux qui était de 30% jusqu'au 31/12/2024 passe à 20% au titre de l'année 2025. Il est un peu plus élevé pour les DOM et pour la Corse. Petit point d'attention également, ne sont pas éligibles au crédit impôt innovation les sociétés qui sont en difficulté au sens de la directive européenne. Donc, si vous avez des capitaux propres qui sont dégradés et qui sont inférieurs à la moitié du capital social plus prime d'émission, ce qui peut arriver relativement régulièrement dans les sociétés innovantes, théoriquement, c'est une précision du BOFIP, vous ne pouvez pas bénéficier du crédit impôt innovation. Sur, les actualités. Sur le crédit d'impôt innovation, pareil, on a eu quelques actualités lors de la dernière loi de finances. Comme le disait Nicolas, les dépenses de fonctionnement qui étaient par le passé retenues dans l'assiette du crédit d'impôt innovation ont été supprimées pour des raisons de mise en conformité du dispositif avec la réglementation européenne. Et en contrepartie, le législateur avait augmenté le taux puisqu'il était passé à 30% au lieu de 20%. Lors de la loi de finances 2025, le législateur a fait machine arrière, donc on n'a pas réintroduit les frais de fonctionnement puisqu'il est interdit pour ce type de dispositif, encore une fois, en application des normes européennes, d'avoir une base forfaitaire retenue dans l'assiette du crédit d'impôt innovation. Mais donc on est repassé à nouveau à un taux de 20%. Donc on a 2 années pendant lesquelles le crédit d'impôt innovation pouvait atteindre 120 000 euros. Il est repassé maintenant à 80 000 euros. Et autre élément à noter, c'est un dispositif qui n'est pas périn, c'est-à-dire que on va chaque année apprécier en fait la contrepartie, la performance en fait du dispositif. Est-ce qu'il permet bien d'atteindre les objectifs, à savoir soutenir les PME dans le domaine de l'innovation, et en fonction en fait de ces critères de performance qui sont appréciés par Bercy, ils vont décider ou pas, au terme d'un délai de 3 ans, de proroger le dispositif. Donc le crédit d'impôt innovation, il a été considéré comme suffisamment pertinent pour être prorogé, et donc on peut encore en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2027, et à ce moment-là se posera la question de sa performance sur les 3 années en cours. Donc le crédit d'impôt innovation à retenir, on a rebasculé sur un taux de 20%, mais on peut encore en bénéficier pendant les 3 prochaines années. Donc un plafonnement à 80 000 euros maximum pour vous C'est ça. au titre de 2025. Prochain point, le statut jeune entreprise innovante, qui est un autre outil du coup de la fiscalité de l'innovation. Pour bénéficier du statut jeune entreprise innovante, il faut valider un certain nombre de critères cumulatifs que vous avez à l'écran. Le premier, c'est d'être une PME au sens communautaire. C'est pour ça que je vous ai dit que je redéfinirai les seuils pour le C2I juste après. Donc, ça veut dire que la société, il faut qu'elle ait moins de 250 salariés et qu'elle ait un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions ou un total bilan inférieur à 43 millions. Donc, il est probable que beaucoup d'entre vous valident ce critère de PME.
Il faut que la société soit créée depuis moins de 8 ans. Il y a une petite subtilité liée au Covid pour les sociétés jusqu'à 11 ans, mais retenons 8 ans. Il faut que la société soit indépendante. Par indépendante, on entend que son capital doit être détenu pour au moins 50% par des personnes physiques ou par d'autres jeunes entreprises innovantes, ou alors par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ou à caractère scientifique, ou encore par des établissements de recherche ou d'enseignement, ou des sociétés d'investissement. Point important, il faut que l'activité soit réellement nouvelle. Donc, elle ne doit pas être créée par une concentration, une restructuration, un carve-out, etc., ou une reprise d'une activité existante. Et le critère lié à l'innovation, c'est le dernier. Il faut que l'entreprise en question ait au moins 15% de dépenses de recherche, le seuil étant passé à 20, de ses charges fiscalement déductibles au cours d'un même exercice. Donc, si on valide ces 5 critères cumulatifs, on peut bénéficier du statut jeune entreprise innovante. Le point majeur qu'on valide a posteriori, c'est le respect du critère des 20% de dépenses de recherche. Pour information, ce statut jeune entreprise innovante, il a quelques critères alternatifs pour des sociétés qui peuvent bénéficier des mêmes avantages, mais qui ne valident pas les 20% de dépenses. C'est le cas du JEU, par exemple, qui est une jeune entreprise universitaire. Celle-ci, elle est détenue au moins à hauteur de 10% par des étudiants, des jeunes diplômés ou des personnes réalisant des activités d'enseignement ou de recherche. Et elle a signé une convention avec un établissement d'enseignement supérieur. Il y a 2 ou 3 ans, il a également été créé le statut de JEC, jeune entreprise de croissance. Ce sont des entreprises qui réalisent entre 5 et 20% de dépenses de recherche, donc plutôt des sociétés qui sont en phase d'accélération de production commerciale. Et on leur demande, en plus de ces 5 à 20% de dépenses de recherche, de remplir des critères de performance économique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu un certain nombre de recrutements sur les dernières années pour valider ce dispositif. Et puis, le petit nouveau lié à la loi de finances 2026, c'est la création de la jeune entreprise à impact, cette fois-ci. Elle réalise aussi entre 5 et 20% de dépenses de recherche, mais elle a en plus, du coup, la validation des critères ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Et donc, elle bénéficie du coup également des avantages qu'on va voir juste après. Tout l'intérêt, en fait, pardon Nicolas, tout l'intérêt en fait de bénéficier de ce statut de jeune entreprise innovante, c'est de bénéficier d'avantages sociaux principalement et puis d'avantages fiscaux de manière plus accessoire. Les avantages sociaux, ils résident en fait dans la possibilité de bénéficier d'exonérations, d'allègements en fait de charges sociales sur certains types de salariés. Donc ça va être principalement nos chercheurs, donc il y a des plafonds qui s'appliquent, etc. Mais ça reste un vrai atout pour les sociétés qui peuvent bénéficier de ce statut-là. On a également des avantages fiscaux. Alors, pour les sociétés qui ont été créées jusqu'au 31 décembre 2023, on a la possibilité de bénéficier d'exonérations d'impôts sur les bénéfices pour les premières années durant lesquelles on va être bénéficiaire. Ce dispositif a été supprimé, mais si vous êtes concerné, voilà, la première année où vous êtes bénéficiaire, vous pouvez bénéficier d'une exonération complète. Et puis, tant que vous êtes en JEI, hein, bien entendu. Et puis, après la deuxième année, vous pouvez bénéficier d'un abattement de 50%. Encore une fois, ça a disparu. En revanche, les sociétés JEI peuvent bénéficier d'exonérations au niveau des impôts locaux. Et ça a été prorogé dans le cadre de la loi de finances pour 2023. Ça veut dire que c'est le même principe que ce que je vous indiquais précédemment sur le C2I. Le dispositif a été considéré comme suffisamment pertinent pour être prorogé. Donc, on a à nouveau 3 années possibles d'exonération de charges locales. La plupart sont laissées à l'appréciation des départements et des régions. Mais voilà, vous avez la possibilité de bénéficier de ces exonérations-là. Et puis, il y a un autre élément, c'est que lorsqu'on est JEI, on va pouvoir bénéficier en matière de crédit d'impôt recherche ou de crédit d'impôt innovation d'un remboursement immédiat de ces crédits d'impôt. Le mécanisme, en fait, c'est que, en principe, le crédit d'impôt, donc innovation ou plutôt crédit d'impôt recherche, va s'imputer sur votre impôt sur les sociétés, mais
quand on est JEI, on est le plus souvent en démarrage d'activité et on engage plus de charges que on a de produits en face. Donc, on est le plus souvent déficitaire. Et le législateur a prévu un dispositif pour ces sociétés-là qui leur permettent en fait non pas d'attendre le régime classique, c'est-à-dire une imputation sur 4 années, pour pouvoir à terme, si on n'a jamais généré d'impôt sur les sociétés et qu'on n'a pas pu utiliser nos crédits d'impôt, en demander le remboursement au terme de cette période. Là, lorsqu'on est JEI, on va pouvoir, dès qu'on demande à bénéficier du dispositif, encore une fois CIR ou C2I, on va pouvoir en même temps, si on n'a pas d'impôt sur les sociétés sur lesquelles imputer ses crédits d'impôt, en demander immédiatement le remboursement. C'est ce qui fait que ces dispositifs sont particulièrement incitatifs, qu'ils sont placés dans les premiers rangs des dispositifs les plus incitatifs au monde parce qu'ils se traduisent nécessairement par un effet cash, soit en économie d'impôt, soit en remboursement direct. Donc voilà, c'est vraiment un point important à souligner parce que c'est un vrai avantage pour les sociétés bénéficiaires de ce statut. Juste si on traduit les charges sociales patronales, effectivement, parce que c'est le gros sujet et c'est le gros impact du statut jeune entreprise innovante, c'est des décaissements de charges patronales en moins chaque mois et globalement, au lieu de payer 40 à 45% de charges patronales, on a un taux de charge patronale qui tombe autour de 20, voire qui est légèrement inférieur à 20. Donc c'est une vraie économie immédiate en termes de charges patronales. Alors, j'ai une question un peu technique pour toi, Elisa, qui est dans la conversation. Tu me dis si tu as la réponse, sinon on apportera une réponse à Marc dans un second temps. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions au fil de l'eau, on les prendra à la fin, mais celle-ci elle est en lien avec le statut JEI, donc autant l'évoquer tout de suite. Est-ce que le statut JEI peut être transféré pour la durée restante jusqu'aux 8 ans vers une filiale qui aurait été expressément créée par la JEI et qui lui transférerait la totalité de ses actifs, passifs et activités? Et est-ce que cette JEI, sachant que cette JEI qui ne deviendrait plus qu'une holding patrimoniale inactive? Alors, je pense qu'il faudrait regarder de manière un peu plus précise, mais ouais, bah, en fait, comme on a l'idée derrière la JEI, parmi les conditions qu'on ne doit pas être, on ne doit pas en fait être la prolongation d'une activité déjà existante, je pense que le point mériterait d'être creusé en fonction de ce qui est vraiment transféré, etc. Euh, mais je pense que c'est pas évident de répondre comme ça au sujet. Avoir plus d'infos. Et dans tous les cas, Oui, oui, plus c'est une question qui pourrait être posée aux impôts sous forme de rescrit pour avoir la confirmation du. exactement. Exactement, parce que je comprends qu'en fait, on pourrait avoir un contexte un peu spécifique avec un transfert de l'intégralité des activités dans une société certes nouvelle durant la période, mais effectivement, c'est un point qui mériterait d'être creusé. Ah, n'hésitez pas à revenir vers nous, Marc, si vous voulez qu'on regarde plus en détail et le sujet. Modification des conditions relatives au niveau de dépenses de R&D engagé. Je l'ai évoqué rapidement, mais je ne sais pas si tu veux en redire deux mots, Elisa. Non, tu l'as déjà indiqué tout à l'heure dans la discussion des critères. Là, pour les sociétés qui étaient jeunes entreprises innovantes au 31 décembre Oui. 2024, la même chose, comme la loi a été promulguée tardivement, cette modification, elle arrive au cours du mois de mars 2025, le passage du 15 à 20%. Donc, il y a des sociétés, effectivement, qui validaient le statut JEI et qui pouvaient bénéficier des exonérations URSSAF en début d'année 2025 parce qu'elles avaient, par exemple, 16% de dépenses de recherche et qui l'ont perdu en cours de route. Donc, pour celles qui étaient juste au-dessus des 15% de dépenses de recherche, je vous invite à être très vigilant si vous avez bien abandonné le dispositif des exonérations patronales au cours de l'année 2025, sinon il faudra régulariser la situation ou s'orienter vers d'autres dispositifs comme le JEC qu'on a évoqué tout à l'heure. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait de ce crédit impôt recherche, notamment pour vous, société innovante, qui êtes amené régulièrement à travailler sur vos prévisions d'activité, que ce soit pour aller chercher du financement ou pour aller chercher du financement en equity ou bancaire, et tout simplement pour piloter votre activité, votre trésorerie. Première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je dois prendre en compte le crédit impôt recherche dans mon business plan et
de fait la valorisation, l'appréciation de la valorisation de la société. Nous, notre conviction, c'est qu'effectivement, le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation sont des dispositifs qui sont challengés par les différentes lois de finances et le sens de l'histoire, c'est plutôt qu'ils sont rabotés ces dernières années, mais pour autant, c'est un élément très important du financement des sociétés innovantes et donc il faut absolument le modéliser dans votre prévisionnel de trésorerie, votre prévisionnel d'activité. À la fois, ça montre que vous maîtrisez les opportunités fiscales qui sont disponibles pour vous, et puis c'est un vrai élément sur votre cash burn et sur votre stratégie de financement. Donc, il faut absolument les mettre en œuvre. Notre préconisation, c'est peut-être, par contre, une fois qu'ils sont simulés, de mettre une décote sur ces dispositifs-là, parce qu'effectivement, encore une fois, malheureusement, le sens de l'histoire, c'est que ces dispositifs sont plutôt rabotés que renforcés sur les dernières années. Je le redis là, mais comme l'a dit Elisa tout à l'heure, hein, si vous cumulez le statut de PME ou de JEI, ce CIR, c'est du cash que vous pouvez encaisser immédiatement, ou imputer sur votre impôt. Donc c'est clé effectivement de le positionner. Là aussi avec prudence, c'est-à-dire que si on calcule un CIR au titre de 2025, il sera déclaré par vos conseils si vous clôturez au 31 décembre ou plus tard en mai 2026. On sait que les délais de remboursement sont relativement longs, donc mettez de la marge à la fois sur le montant et sur le délai de remboursement dans vos prévisionnels. Et par contre, modélisez-les parce que ça montre que vous captez l'opportunité de ce dispositif-là. On a régulièrement des questions, Elisa, la question est peut-être plus pour toi, sur est-ce que finalement c'est pas dangereux d'aller sur le CIR? Et moi j'ai des sociétés qui disent j'y vais pas parce que je sais que je vais être contrôlé. Comment on peut répondre à ce sujet de risque fiscal concernant le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation? Déjà, la première des choses, c'est que c'est dommage de perdre cette opportunité-là. Comme on l'a dit, hein, c'est un vrai atout. Après, il n'y a pas le fait de déclarer un crédit d'impôt recherche ou un crédit d'impôt innovation et le fait d'en demander le remboursement ne déclenche pas particulièrement de contrôle fiscal. En fait, c'est une ligne de vos déclarations au même titre que toutes les autres. Et donc, il n'y a pas d'appréhension à avoir par rapport au fait de déclarer ce dispositif-là. On n'a pas de statistiques qui nous montrent que des sociétés qui demandent à bénéficier de ces dispositifs-là sont plus contrôlées que les autres. Pas du tout. Et donc, du coup, aussi, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a le sujet du rescrit qui permet de sécuriser en amont le dispositif. Et puis après, l'enjeu, c'est de respecter le formalisme Ouais. attendu sur la documentation justificative pour être serein en cas de demande d'information ou de contrôle. Si tu peux en dire quelques mots sur cette documentation justificative, justement. Oui, bien sûr. En fait, c'est la particularité de ces dispositifs-là, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des dispositifs avec de forts enjeux pour l'État français. Et donc, les attentes de l'administration fiscale sont à la même hauteur, en fait. C'est-à-dire que l'administration fiscale s'attend au moment où elle va le regarder, que ça soit dans le cadre d'une demande de remboursement ou dans le cadre d'un contrôle, elle va s'attendre à ce que vous puissiez produire à première demande, ou en tout cas dans un délai très rapide, la documentation qui permet de justifier que vous êtes éligible à ces dispositifs-là. Et donc cette documentation-là, il y a une énorme partie qui concerne la partie technique. Donc vous avez ce qu'on appelle des dossiers justificatifs techniques avec des modèles en fait qui sont fournis par le ministère de la Recherche et qui tendent à s'alléger, mais qui restent quand même importants en termes d'éléments à produire. Donc en fait ces dossiers justificatifs, aujourd'hui ils sont de l'ordre d'une dizaine de pages, un peu plus, mais ils vont s'assimiler à ce qu'on va appeler une note de synthèse. Et donc c'est extrêmement compliqué d'être pertinent et synthétique, et donc de démontrer dans un volume très réduit de pages en quoi tous les travaux qu'on a conduits pendant une année ont permis de faire avancer l'état de l'art dans notre domaine. Donc c'est un exercice qui reste compliqué, même si aujourd'hui ce qui est demandé est réduit. Et puis on va vous demander aussi de produire tout un tas d'éléments justificatifs financiers, qui vont permettre de sous-tendre en fait les différents postes de dépenses. Donc ça va être les bulletins de paye, les relevés individuels de paye, les timesheets, le suivi des temps. C'est un point extrêmement important, un point d'attention sur lequel l'administration fiscale a tendance à se concentrer ces derniers temps. Et donc elle va s'assurer que la société qui déclare le crédit d'impôt recherche a bien mis en place un système qui va lui permettre de justifier avec précision et rigueur
de la réalité effective des temps qui sont déclarés. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous avez l'obligation de souscrire un abonnement à un logiciel, hein. Mais il faut qu'en tout cas, au moment où elle vous demande les éléments, elle n'ait pas le sentiment que vous ayez reconstitué pour les besoins du contrôle fiscal un suivi des temps. Donc, elle va s'assurer qu'au moment où vous déclarez, vous avez bien, vous disposez bien de l'ensemble de ces éléments justificatifs. Et donc, en fait, la clé pour que vous soyez serein quand vous déclarez votre crédit d'impôt recherche ou votre crédit d'impôt innovation, c'est que vous l'ayez documenté au moment où vous déclarez ou dans les semaines qui suivent pour la partie documentation technique, mais que vous ayez bien ça qui soit constitué au fil de l'eau. Parce qu'il y a un autre écueil, c'est que le contrôle fiscal, il peut intervenir 3 ou 4 années après avoir déclaré. Et c'est extrêmement compliqué de faire de l'archéologie et de retourner dans le passé pour comprendre pourquoi, il y a 4 ans, 3 ans, ce qu'on a fait était particulièrement innovant. Vous pouvez avoir eu des rotations dans vos personnels, donc avoir perdu une partie de l'historique. Donc vraiment, la recommandation pour que, encore une fois, ça se passe bien, c'est que vous documentiez au fil de l'eau. Très clair. On voulait vous partager aussi une opportunité lorsque vous faites appel à des sous-traitants avec le sujet de l'agrément crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation qu'on évoquait tout à l'heure. Je te laisse la main, Marvin. Ouais. Carrément, et effectivement, pour cette typologie d'entreprise, au niveau des startups ou des PME, on a régulièrement le cas de cette ligne de dépenses dans le crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation, avec l'appel à des sous-traitants, donc des prestataires qui ont une expertise, peut-être que vous n'avez pas en interne une capacité, voilà, de réaliser certains travaux. Et effectivement, ça a un impact quand même significatif sur votre crédit d'impôt recherche ou votre crédit d'impôt innovation selon le caractère agréé ou pas de ces prestataires. Donc, c'est un sujet qu'il faut regarder attentivement avant même d'engager une quelconque démarche de sous-traitance dans la sélection des prestataires, de s'assurer que ceux-ci sont bien agréés et reconnus par le ministère de la Recherche, le service des agréments, que ce soit au profit d'un agrément CIR ou un agrément C2I. On a un calendrier très précis qui doit être respecté. Donc, les prestataires, si aujourd'hui vous faites appel régulièrement à des prestataires qui ne disposent pas encore de l'agrément, on a la possibilité d'obtenir un premier agrément crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation jusqu'au 31 mars de l'année, de la première année pour laquelle on souhaite cet agrément. Et dans le cadre des agréments qui arrivent à échéance, puisqu'effectivement on a une durée bien définie pour ces agréments, on doit soumettre une demande de renouvellement qui s'apparente à une première demande dans le formalisme, mais qui doit être soumise dans un autre calendrier, donc à savoir avant la fin de la dernière année d'agrément. Donc ça, c'est ce que le décret indique, même si sur le site du ministère, vous allez retrouver effectivement une deadline plutôt au 30 novembre. Mais on a bien jusqu'au 31 décembre de la dernière année d'agrément pour demander le renouvellement. Donc cet agrément permet simplement d'obtenir la validation du ministère de la Recherche sur la capacité du prestataire à mener une démarche de recherche. Donc il comprend notamment une description d'un projet mené par le prestataire en cours ou bien achevé depuis moins d'1 an, et puis tout un tas d'éléments justificatifs financiers, administratifs pour permettre l'évaluation de cette demande. Ok, très clair. Donc, dit autrement, si demain vous faites travailler des sous-traitants, posez systématiquement la question si on est sur des opérations de recherche ou d'innovation, s'ils sont agréés, et s'ils ne le sont pas, vous pouvez les inviter, voire les accompagner dans le cadre de cet agrément. Et vous, en tant que boîte innovante, si vous réalisez des prestations pour un certain nombre de clients, vous pourriez être amené aussi à être vous-même agréé pour que des prestations rentrent dans le champ du CIR de vos propres clients. Mais attention, si on rentre là-dedans, ça impacte votre crédit impôt recherche, donc il faut être assez vigilant sur les impacts financiers liés à ça. Ok, très clair là-dessus. On l'a évoqué un petit peu sur la gestion du remboursement. Si tu peux refaire un point, je crois que c'est toi, Elisa, là-dessus. Mais du coup, en fait, le remboursement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous bénéficiez du crédit d'impôt innovation ou du crédit d'impôt. Alors, le crédit d'impôt innovation, c'est limité, on l'indiquait, aux PME et aux JEI. Donc, ça permet en fait à ces sociétés-là de bénéficier du remboursement immédiat de ce dispositif. Et pour les sociétés qui peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt recherche, si elles sont également PME ou JEI, elles vont pouvoir bénéficier aussi du remboursement immédiat.
Ce que je disais, c'était que c'est un vrai atout. C'est assez simple en fait dans les démarches, puisque c'est un simple imprimé que vous allez adresser à l'administration fiscale. Alors, si vous êtes en remboursement immédiat, vous allez l'adresser dans la foulée du dépôt de votre imprimé qui est lié à votre crédit d'impôt. Si vous êtes plutôt des sociétés en fait qui ne sont pas éligibles au remboursement immédiat, eh bien vous allez regarder chaque année, vous allez passer chaque année d'imputation, et puis au terme de de cette fameuse période d'imputation, vous allez demander le remboursement. La démarche est la même, c'est un imprimé 2573 qui se télédéclare et qui va enclencher une instruction de la part de l'administration fiscale. En principe, ces demandes de remboursement, elles sont donc traitées juridiquement comme ce qu'on appelle des réclamations. Ça veut dire que c'est encadré par un délai et en principe, l'administration fiscale doit traiter la demande dans les 6 mois. Ce délai, il peut être légèrement prorogé si elle vous fait des demandes d'information. Ça veut dire qu'en fait, elle va, pour pouvoir décaisser ces sommes d'argent, elle va vous demander les éléments dont je vous parlais tout à l'heure, les dossiers justificatifs techniques et puis les pièces financières qui vont venir soutenir votre calcul. On n'a quasiment plus de remboursement automatique sans instruction préalable. L'instruction préalable, elle va avoir une intensité qui va varier selon votre service des impôts, si vous êtes bien connu, si vous faites des déclarations régulières de crédit d'impôt ou de crédit d'impôt innovation. En général, les remboursements vont intervenir plus rapidement. Voilà, on n'a pas de maîtrise vraiment des délais. Tout à l'heure, je vous parlais d'un délai de 6 mois qui peut être légèrement prorogé. C'est un délai qui est donné à titre indicatif. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les délais en pratique sont plus longs. Donc, il ne faut pas hésiter en fait à revenir vers vos SIE pour demander où en est l'instruction de votre demande lorsque vous avez dépassé ce délai de 6 mois. Et puis à créer du lien avec l'inspecteur qui est en charge d'examiner votre demande. Généralement, ça facilite en fait, vous vous assurez qu'il a bien tout ce qu'il faut, etc. Il va vous tenir informé de la raison pour laquelle éventuellement ça peut prendre un peu de retard. Mais voilà, c'est vraiment facile. C'est dommage encore une fois de vous priver en fait de cette opportunité-là. Et puis pour que le remboursement intervienne dans les meilleurs délais, mettez toutes vos chances de votre côté, encore une fois en anticipant et en constituant à l'avance ces dossiers justificatifs et financiers et techniques pour pouvoir les produire à première demande et faciliter ainsi l'examen de vos demandes de remboursement. Merci, c'est très clair. Et puis le conseil, c'est plutôt, vous faites la demande, plutôt l'argent sera sur votre compte. Donc, essayez d'anticiper au mieux le calcul et essayez de passer avant la deadline du 18 mai pour déclarer vos crédits impôt recherche. Autre sujet intéressant concernant ces créances de crédit impôt recherche et de crédit impôt innovation, c'est qu'on a aussi la faculté pour raccourcir ces délais relativement longs qu'évoquait Elisa juste avant, de travailler sur un préfinancement du crédit impôt recherche. Alors, il y a deux typologies de préfinancement qui sont envisagées. Il y a celui qui consiste à céder la créance qui est déclarée, et puis il y a celui d'aller travailler sur le préfinancement du crédit impôt recherche en germe. Alors, concernant la créance déclarée, là, au 31 décembre 2025, donc, vous avez calculé votre crédit impôt recherche, votre expert comptable a télédéclaré l'alias et vous avez fait la demande de remboursement que vient d'évoquer juste à l'instant Elisa. Là, vous pouvez vous rapprocher d'un certain nombre d'acteurs bancaires. La plupart des banques de l'innovation le proposent. Et en sollicitant pour des montants assez significatifs et après un audit, ils peuvent éventuellement vous avancer tout ou partie de la somme du crédit impôt recherche et l'État du coup, remboursera directement la banque. On parle d'un préfinancement de la créance du CIR. Donc ça, c'est une solution pour les sociétés qui sont tendues en termes de trésorerie pour raccourcir le délai d'instruction des 6 mois qu'évoquait Elisa à l'instant. La deuxième opportunité que l'on a, et là, il y a très peu d'acteurs qui se positionnent, le seul à ma connaissance, c'est Neptis. Là, c'est de travailler sur le préfinancement du crédit impôt recherche en germe. Donc là, typiquement sur 2026, vous arrivez au mois de juin, vous voyez qu'il y a une impasse de trésorerie sur la fin de l'année qui reste relativement raisonnable. Vous êtes une biotech, vous bénéficiez de crédits impôt recherche très significatifs chaque année. Et ben là, la solution que peuvent vous proposer ces acteurs-là, c'est de faire un calcul intermédiaire au titre de 2026 de votre crédit impôt recherche
là encore, de le faire auditer. Et après audit, tout ou partie de cette créance fait l'objet d'une avance de la part de Neftis que vous encaissez relativement rapidement, ça met entre 1 mois et 1 mois et demi, sur le crédit impôt recherche que vous n'aurez pas encore calculé et déclaré au titre de 2026, enfin plutôt déclaré au titre de 2026. Et pour info, vous l'êtes toujours, Elisa et Marine travaillent chez KPMG Avocats et KPMG Avocats sont agréés pour auditer les Neftis, c'est ça? C'est ça, tout à fait, on est partenaires. Exactement. Donc voilà, donc si vous avez le sujet, vous pouvez vous rapprocher d'eux. Bon, tu avais fait un petit bout de teasing concernant les actualités jurisprudentielles. Est-ce que tu peux nous en dire plus et est-ce qu'il y a une vraie opportunité pour les sociétés qui suivent ce webinaire? Oui. Alors en fait, en matière de subvention, il y a quelques années, on avait eu une décision du Conseil d'État en 2023 qui était venue donner une définition particulière de ce qu'il fallait considérer comme subvention publique au sens du crédit d'impôt recherche. Et à l'époque, en fait, la décision qui avait été rendue donnait ce qu'on appelait une définition organique. Alors, c'est un terme un peu savant, mais en réalité, c'est très simple. Le Conseil d'État avait retenu dans son approche l'idée que c'était compliqué pour le contribuable de savoir, en fait, quelle était l'origine des fonds, qui décidait de les affecter, comment, etc. Et donc, pour que ça soit simple pour le contribuable de savoir dans quel cas il doit déduire conformément à l'article 244 quater B du Code général des impôts, comment est-ce qu'il doit déduire les aides de son assiette de crédit d'impôt. Le Conseil d'État a dit, mais en fait, on va regarder qui verse. Et si l'entité qui verse est une personne morale de droit public, alors l'aide qui est versée doit être déduite de l'assiette du crédit d'impôt. En donnant cette définition-là, le Conseil d'État a laissé de côté un certain nombre d'aides qui sont très largement attribuées aux sociétés innovantes et qui sont versées par BPI France. BPI France, c'est une société commerciale, donc elle ne répond pas en fait aux critères posés par le Conseil d'État, elle n'est pas considérée a priori, si on fait une lecture stricte et très simple de la décision de 2023 rendue par le Conseil d'État, elle n'est pas a priori une personne morale de droit public. Il y a des contentieux qui ont été initiés sur ce sujet pour essayer justement de comprendre en fait si BPI France et les aides versées par BPI France devaient ou non être retenues dans l'assiette du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation. Et ces contentieux sont en train de donner lieu à des premières décisions, puisqu'on a eu une première décision qui a été rendue par le tribunal administratif de Paris, là, tout récemment, c'était le 28 janvier dernier. Et dans cette décision, qui est rendue dans un contexte particulier, parce que chaque décision s'inscrit dans des éléments de fait, en fait, qui sont propres à la société ou au contribuable qui vient discuter du litige qui le concerne avec les juges. Mais toujours est-il que ce tribunal administratif vient de dire que BPI France, exactement ce que je vous avais dit avant, BPI France n'est pas une personne morale de droit public et que par conséquent, les aides qui ont été versées à la société qui avait initié le contentieux ne devaient pas être déduites de l'assiette du crédit d'impôt. Ça n'est qu'un tribunal administratif. Il va très probablement y avoir un recours exercé par l'administration fiscale pour porter le litige à l'échelon supérieur et aller devant la cour administrative d'appel. Pour autant, la recommandation aujourd'hui, elle est la suivante. Préservez vos droits si vous avez bénéficié de ces aides-là. Initiez des réclamations. Vous pouvez remonter jusqu'au crédit d'impôt recherche assis sur les dépenses engagées en 2023. Initiez des réclamations. Montrez à l'administration fiscale que vous avez identifié le point. Et puis, en fonction de l'évolution des contentieux, eh bien, les réclamations, elles aboutiront ou pas, mais au moins, vous aurez préservé la possibilité de demander à corriger vos crédits d'impôt recherche sur ce fondement-là. Ça veut dire quoi? En fait, ça ne veut pas dire que l'administration fiscale va prendre en grippe vos sociétés. Ça ne veut pas dire que ça va initier des contrôles fiscaux. Ça ne veut pas dire que l'administration fiscale sera plus dure dans l'appréhension de vos crédits d'impôt que vous allez déclarer dans le futur. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, vous dressez le constat qu'il y a une décision qui vous donne une lecture différente de celle que vous avez pu faire sur le passé pour la déduction de vos aides. Si vous avez donc encore une fois déduit des aides BPI France, vous demandez à corriger. Et puis,
encore une fois, le contentieux va vivre et vous pourrez tout à fait retirer votre réclamation si finalement la décision rendue par le tribunal administratif devait être jugée inappropriée par une cour administrative d'appel. Donc voilà, la recommandation aujourd'hui, c'est regarder ce que vous avez déclaré sur le passé, remonter jusqu'à l'année 2023. Alors, il faut faire attention à vos exercices de clôture. Moi, je parle d'exercices, enfin, quand vous êtes en clôture sur des exercices au 31 décembre pour faire simple. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous aider. Faites cet inventaire-là. Regardez si vous avez défalqué de vos crédits d'impôt des aides qui vous ont été versées par BPI France et réfléchissez à l'opportunité d'introduire ces réclamations pour préserver vos droits. Et encore une fois, vous pourrez tout à fait les retirer si vous le souhaitez par la suite. Mais au moins, une fois que vous avez acté auprès de l'administration en déposant vos réclamations, vous avez acté de cette demande de correction de votre crédit d'impôt, vous préservez vos droits sur le passé. Parce que il y a un autre élément qu'il faut indiquer, c'est que on n'est pas les seuls à avoir identifié ce sujet suite à la décision qui a été rendue par le Conseil d'État. Le législateur lui-même l'a identifié puisqu'il a modifié son texte et que depuis le 15 février 2025, doivent être déduites de l'assiette du crédit d'impôt recherche toutes les aides qui sont versées par des personnes morales de droit public, mais également par des personnes morales de droit privé investies d'une mission de service public. Et ça va englober les aides versées par BPI. Donc on a 2023, 2024 qui peuvent donner lieu à des corrections. Et les délais pour demander ces corrections sont des délais qui sont pareils encadrés par la loi et il y a un moment, vous ne pourrez plus les exercer. Donc là, par exemple, fin d'année 2026, vous perdrez le droit de demander à corriger votre exercice, enfin votre CIR 23. Donc voilà, faites cet inventaire, contactez-nous si vous le souhaitez. Ce sont des contentieux qui ne sont pas faciles, on n'est pas certain de l'issue, mais ce serait dommage de perdre cette opportunité-là en cristallisant ces années 23 et 24, et puis encore une fois, en regardant plus tard, en fonction de l'évolution du contentieux, si vous les maintenez ou pas. Je sais pas si j'ai été claire sur le sujet, mais en tout cas, voilà. Dit autrement, si en 2023 ou 2024, on a déduit des aides BPI, il y a un vrai sujet et on peut potentiellement aller chercher du crédit impôt recherche complémentaire. Donc, il faut regarder sérieusement le sujet. Et ça reste une décision du tribunal administratif. Donc, effectivement, la jurisprudence peut évoluer sur le sujet. Voilà sur ce qu'on souhaitait vous évoquer aujourd'hui concernant les actualités liées à la fiscalité et l'innovation. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et sinon, je vous propose qu'on conclue. Il y avait quelques questions qui avaient été posées au moment des inscriptions, certains sujets qu'on n'a pas forcément évoqués aujourd'hui. On reviendra vers vous pour appréhender ces sujets-là qui étaient peut-être hors du champ du thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions? Manifestement, il n'y a pas de questions. Bon, dans ce cas-là, on vous propose de conclure. On vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas, Elliot, si tu as une annonce sur les prochains événements de la French Tech à faire passer. Oui, tout à fait. Après l'événement, on fera passer les quelques prochaines dates qu'il va y avoir, notamment un afterwork chez l'OCSE, qui est une de nos belles startups. Donc quelques rendez-vous chez certaines de nos belles startups, Travel Assist et l'OCSE.